Vous savez, le but de cette chaîne est de vous aider à développer votre sens critique. Et le but aujourd'hui va être de vous aider à comprendre comment on peut trouver d'autres systèmes politiques plus adaptés que celui que l'on a en France. Donc aujourd'hui, on va faire un tour du monde des régimes politiques, du moins démocratique au plus démocratique, et voir les différents liens qu'on peut faire avec le régime actuel et comment on pourra améliorer notre régime actuel. C'est parti. Alors prenons un cas cliché, la Corée du Nord. Alors le cas de la Corée du Nord, c'est plutôt simple. Il y a un parti unique, le Parti communiste ou Parti des travailleurs là-bas, qui concentre tous les pouvoirs, c'est-à-dire que c'est le parti et son guide suprême qui choisissent qui se présente dans chaque circonscription et possède donc 100% des sièges de l'Assemblée nationale. En plus qu'il est obligatoire de voter, en fait, le parti se garantit 100% de chances d'avoir tous les sièges au Parlement. En plus de cela, le guide suprême a tous les pouvoirs, le gouvernement est effacé derrière le guide, et pour terminer, il y a un président de la République en Corée du Nord, et ce n'est pas Kim Jong-un, c'est Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un, qui est mort, c'est-à-dire qu'ils ont le même président depuis la création du pays, alors que le mec est mort quand même. Et c'est donc ça qui fait que la Corée du Nord, dès qu'on vous demande de citer une dictature, c'est le premier nom qui vous vient en tête parce que c'est un cas cliché. Mais on va voir qu'il existe d'autres types de régimes dictatoriaux et totalitaires. Alors la Chine, alors le cas de la Chine est relativement similaire à celui de la Corée du Nord. Donc on a, comme d'habitude avec les régimes communistes, un parti tout puissant, le PCC, Parti communiste chinois, qui est en plus le plus grand au monde. C'est un parti qui possède des dizaines de millions de membres et ce parti se garantit la quasi-totalité des sièges à l'Assemblée nationale. Donc en fait c'est exactement la même chose qu'en Corée du Nord de ce point de vue-là. On remplace le guide suprême par un secrétaire général du Parti communiste qui est aujourd'hui le même depuis des dizaines d'années, Xi Jinping, et Xi Jinping qui est également président de la République de Chine. Alors, ces dernières décennies, il y avait failli avoir l'instauration d'un régime plus libéral, mais il y a eu la place Tiananmen, la répression de la place Tiananmen, et c'est là que le Parti communiste chinois fait un choix. Ils avaient le choix entre instaurer une démocratie socialiste et instaurer un régime totalitaire. Ils ont choisi le régime totalitaire et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à un régime chinois qui est quand même très répressif, où il n'y a aucune liberté publique, c'est un régime totalitaire quoi. Et en plus, il s'agirait de savoir que le Parti communiste chinois n'est pas comme celui de la Corée du Nord, c'est-à-dire que la Chine est un pays capitaliste, c'est pas un pays communiste au fond. Le parti, malgré l'ouverture au capitalisme, il continue de garder du pouvoir. Mais cela se fait sur une contrepartie. Le Parti communiste doit garantir à la population une hausse du niveau de vie. Le jour où le niveau de vie baissera en Chine, le parti perdra la totalité de ses soutiens et ce sera la fin du régime chinois. Alors pour le cas de l'Iran, que je considère aussi comme un régime totalitaire, ou en tout cas comme une dictature, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur l'Iran et sur comment les Iraniens pourraient-ils un jour être libres. Donc allez la voir et n'hésitez pas à la liker. Sinon, passons à un autre cas, la Russie. Alors la Russie, c'est un cas très particulier vu que depuis 1990, c'est un régime qui est censé être à peu près démocratique. En 1990, plutôt en 91, on se rappelle tous, c'est la chute de l'URSS, la fin de ce régime totalitaire qu'on a tous appris à l'école. Mais par contre, c'est pas pour autant l'arrivée d'une vraie démocratie. On a vu des espoirs d'ouverture de la Russie, mais en réalité, depuis 2000 et l'accession de Poutine à la présidence, il s'agit d'un régime plutôt mixte, à la limite de l'autoritarisme. Donc, voici comment fonctionne l'État russe. Il y a un parlement
qui est à peu près comme le Parlement français, c'est-à-dire il y a une chambre haute et une chambre basse. La chambre haute représente les différents États, les sujets de la Fédération de Russie, et la chambre basse était le suffrage universel et représente la population russe. Alors, la différence principale avec la France, c'est qu'en Russie, le président a quasiment tous les pouvoirs. Il peut avoir un droit de veto sur les lois, c'est-à-dire que si une loi ne convient pas au président, il peut l'annuler. Il peut nommer le gouvernement, ce qui est comme en France, mais là, le président peut même s'opposer à une assemblée qui n'est pas de son camp. Bref, le président a beaucoup de pouvoir. Il est également, comme en France, le garant de l'armée et de la Constitution. Et la différence principale entre le régime russe et le régime français, c'est que le régime est répressif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté publique, il y a Poutine, et si tu ne respectes pas le pouvoir de Poutine, eh bien on peut t'enfermer, on peut t'envoyer en prison, il n'y a pas d'état de droit. Le cas de l'Inde est particulier parce que l'Inde est aussi appelée la plus grande démocratie au monde. Pourtant, dans beaucoup de classements, on l'assimile à un régime hybride, c'est-à-dire à un régime mi-démocratique, mi-autoritaire. Mais la question c'est pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'Inde, bien qu'étant un régime parlementaire, c'est-à-dire déjà plus démocratique qu'en France, a le particulier défaut d'avoir comme Premier ministre Narendra Modi. Et cet homme, en fait, c'est un gars qui déteste plus ou moins les médias d'opposition et qui déteste aussi les musulmans. Ah bah, un hindou qui déteste les musulmans, en Inde, avec de récurrentes guerres contre le Pakistan, qu'est-ce que ça pouvait donner? Eh bien, ça donne un régime où les musulmans sont à moitié persécutés, tandis que les médias d'opposition sont censurés économiquement. Évidemment, c'est un régime parlementaire, donc normalement il y a des députés pour s'opposer à lui. Sauf que le parti qui est majoritaire en Inde, c'est son parti. Donc en fait, c'est lui qui contrôle l'Assemblée nationale, vu que son parti est totalement dévoué à sa cause. Donc on se retrouve dans une situation où on est dans une dictature de la majorité. Vu que la majorité des députés sont pour Narendra Modi, eh bien, il peut faire ce qu'il veut, il a quasiment tous les pouvoirs tant qu'il a une majorité des Indiens. Ce qui pose un léger problème vu que l'état de droit n'est pas garanti et on ne sait pas combien de temps la démocratie pourra encore durer face à une opposition qui commence à s'accroître en Inde. Avec les États-Unis, on rentre dans une toute autre catégorie, car on rentre dans la catégorie des régimes démocratiques défectueux. Alors, cette catégorie est en réalité assimilable à presque toutes les démocraties, vu qu'il y a forcément des difficultés que l'on peut rencontrer. Mais pour ce qui est des États-Unis, je trouve que c'est un choix cohérent de les classer là-dedans, vu que les États-Unis, on rappelle, ont un des pires systèmes de partis politiques qu'on peut trouver, vu qu'il n'y a que deux partis qui ont de l'importance, les démocrates, la gauche, ou le centre-gauche en tout cas, et les républicains, la droite, enfin ils sont à peu près tous de droite, mais les républicains. Alors la principale différence entre l'un et l'autre, c'est que les républicains sont pour une décentralisation territoriale et un libéralisme économique plus poussé, tandis que les démocrates sont pour des aides sociales contre un mini-État-providence, si on peut l'appeler comme ça, une petite aide aux plus pauvres et sont en général les soutiens des Afro-Américains. Mais en fait, pour une personne de gauche, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet, vous voyez. Et c'est comme ça qu'on est arrivé aujourd'hui à un système où les États-Unis sont en pleine crise démocratique pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ce système de partis. Deuxième raison, les présidentielles qui se font au suffrage universel indirect, ce qui fait que des présidents comme Trump ont pu être élus avec une minorité des voix des Américains. Et enfin, un troisième facteur qu'on ne pouvait pas prévoir, les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, je ne suis pas contre, je suis même dessus si je vous parle aujourd'hui, mais c'est un petit peu ce qui a clivé le pays,
vu que en réalité, quand on te propose des vidéos politiques, ce sont des vidéos qui t'intéresseront forcément. Donc, les réseaux sociaux ont beaucoup clivé la population américaine et on est dans une situation où les deux camps, démocrates et républicains, se haïssent mutuellement. Quand l'un arrive au pouvoir, l'autre critique tout ce qu'il fait. Puis quand il arrive au pouvoir, eh bien, ce sont les républicains, ou en tout cas ceux qui ont été virés, qui recritiquent. Donc c'est un petit peu démocratiquement infinissable, vu que c'est une alternance politique entre deux partis. Donc ce scénario, tant qu'il n'y aura pas de changement constitutionnel, se répétera à l'infini. Alors l'Allemagne est régulièrement prise comme modèle pour la France. En effet, l'Allemagne a un modèle politique très démocratique par rapport au nôtre. L'Allemagne est un régime parlementaire où le président n'a que très peu de pouvoir. Les deux assemblées, le Bundestag et le Bundesrat, sont les deux institutions fondamentales dans la République. Le Bundesrat représente les différents États, c'est donc la chambre haute. C'est chaque Länder qui envoie ses représentants et cela permet en fait d'avoir une représentation de chaque pays, entre guillemets, en Allemagne, sachant que l'Allemagne est une nation qui a souvent été morcelée dans son histoire. Et enfin, le Bundestag, c'est lui qui nomme le gouvernement. Il est élu en partie à la proportionnelle et en autre partie au système majoritaire, c'est-à-dire qu'on vote un candidat par circonscription. Cela permet à la fois d'avoir un système de représentation quasi parfait, parce que ce moyen permet de représenter tous les différents courants politiques, tout en faisant en sorte que l'Assemblée puisse facilement composer des majorités. Ce qui oblige au consensus, mais qui permet justement de trouver un consensus rapidement. Et enfin, on peut citer aussi le fait que en Allemagne, le président, contrairement à la France, n'est pas garant du fonctionnement du gouvernement, c'est-à-dire que le gouvernement en lui-même est indépendant du président de la République, et donc ce qui se passe en France avec Emmanuel Macron qui impose son programme ne peut pas se passer en Allemagne. La Suisse est souvent considérée comme la plus grande démocratie au monde. Alors pas au sens de l'Inde, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui votent, mais au sens que sa constitution est très démocratique. La constitution suisse, celle de 1848, est l'une des plus vieilles au monde et instaure des institutions très 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 démocratiques. D'un côté, il y a un pouvoir représentatif incarné par des assemblées, une chambre haute et une chambre basse qui représentent l'une les cantons et l'autre les Suisses. Il y a un pouvoir exécutif qui est représenté par un conseil fédéral, 7 personnes qui représentent l'intégralité de l'Assemblée nationale, mais qui, elle, par contre, représente tous les courants politiques suisses et doit faire des compromis pour donner qu'une seule voix. Ensuite, il y a les institutions directes, c'est-à-dire que les citoyens peuvent voter des initiatives populaires. Les Suisses votent des pétitions, et s'il y a assez de pétitions, eh bien, l'initiative populaire passe. Et c'est ce qui fait que beaucoup voudraient s'inspirer de ce modèle pour la France. Car la France, on le dit souvent, c'est la nation des droits de l'homme. Donc comment ça se fait qu'on n'a pas le régime le plus démocratique? Bon, ça c'est une autre histoire et je commence à m'égarer. Mais il est vrai que la Suisse a un fonctionnement très 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 démocratique. Et je sais que ça fait beaucoup de traits, mais c'est pour souligner à quel point on devrait s'inspirer de ce modèle qui fonctionne très bien. Il n'y a pas d'instabilité politique en Suisse et il n'y a pas de crise. D'ailleurs, on verra dans une prochaine vidéo comment on pourrait s'inspirer des différents types de régimes dans le monde et quels seront les autres types de régimes que l'on peut appliquer. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de vous éclairer sur les différents régimes politiques au monde. On pourra faire un épisode 2 peut-être un jour, qui sait. Allez, moi je vous dis ciao!